Hello les gens et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. Aujourd'hui, c'est le temps d'un bilan lecture. Je vais vous présenter ce que j'ai lu ce dernier temps et j'ai un petit invité spécial qui me câline, Ramso. Du coup, si vous le voyez se balader un peu ou si je regarde un peu de côté, c'est que je le surveille. Qu'il ne fasse pas de bêtises. Cela étant dit, j'ai quelques lectures que j'ai vraiment bien aimées. Il y a des lectures que j'ai adorées, il y a des lectures que j'ai moins bien aimées. Cela parce que j'avais des attentes suite au synopsis qui s'est avéré un peu faussé. Mais on verra tout ça dans les minutes qui suivent. Sans plus attendre, on va commencer avec un classique. Le chien des Baskerville des Conan Doyle. C'est le premier titre qui met en scène Sherlock Holmes que je lis et j'ai aimé, mais c'était pas un coup de cœur, vous l'avez bien compris, c'était pas un coup de cœur, pas du tout même. Au tout début de ma lecture, j'étais même en train de me demander si je vais le finir, parce qu'il y avait certains éléments qui m'ont énervé un tout petit peu concernant le personnage de Sherlock. Je le trouvais imbu de lui-même dans les premières pages, la manière de s'adresser à Watson, qui essayait de faire de son mieux, elle n'était pas la meilleure, on va dire. Du coup, je me suis dit, si je vais voir un gars imbu de lui-même pendant 200 pages qui va prendre de haut tout le monde, ça va pas le faire. Mais au final, les choses se sont arrangées, notamment parce que l'histoire est écrite du point de vue de Watson. Apparemment, c'est le seul roman des 4 romans et des 56-59 nouvelles que Conan Doyle a écrit. C'est le seul roman qui est écrit du point de vue de Watson. Et ça, c'est pas pour me déplaire. Je pense qu'on n'a pas pu trouver meilleur compromis. Parce que sincèrement, si au tout début de ma lecture, j'étais prise par le point de vue de Sherlock, je pense que ça n'allait pas le faire. Mais finalement, c'était une chouette lecture, même si c'est pas un coup de cœur. C'est très classique, on a un développement pas vraiment surprenant. On suit une enquête sur un monsieur qui hérite le domaine de Baskerville, un domaine un peu hanté par la légende du chien démoniaque de Baskerville qui s'apprête à déchiqueter tous les héritiers afin d'assouvir sa vengeance. C'était intéressant. Apparemment, c'est le seul Sherlock Holmes où il y a un peu de fantastique mêlé dedans. J'ai bien apprécié, j'ai bien aimé cette enquête, ce cadre un peu fantastique avec le chien, avec ce molosse qui a des yeux flamboyants et un museau très très grand, l'abomination de Baskerville. J'ai vraiment bien aimé. Après, comme je vous disais, c'est classique. Watson, il est mandaté par Sherlock pour enquêter autour de cette affaire. Il suit l'héritier dans la vie de tous les jours et il essaye de résoudre le mystère. Accompagné bien évidemment par Sherlock qui apparaît vers les 20 dernières pages du récit afin d'élucider le mystère qui entoure le domaine de Baskerville. C'était chouette. Moi personnellement, j'aimais pas trop le personnage de Sherlock. En tout cas, au tout début de l'histoire, vers la fin, ça va. J'ai bien apprécié le personnage de Watson, ces petits médecins, ces petits bonhommes qui essayent de faire de son mieux pour mettre en avant tous les ficelles qui se cachent derrière ce mystère. Et c'est un personnage chouette. J'ai encore des nouvelles. J'avais trouvé dans une boîte à livres des nouvelles en avant les aventures de Sherlock Holmes et je vais le lire par la suite. Voilà, Le chien de Baskerville de Conan Doyle. Et on va enchaîner avec des mangas. Une série qui est finie depuis un moment. Il y a même une nouvelle édition, l'édition Pilier, qui est sortie. Mais moi, je suis en retard comme d'habitude sur mes lectures. Du coup, je viens de lire le tome 10, 11 et 12 de Demon Slayer. Demon Slayer, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour ceux qui ne savent pas, c'est une histoire qui met en avant le personnage de Tanjiro qui essaye de sauver sa petite sœur Nezuko. À un moment donné, quand il était parti de son village pour vendre du charbon parce que sa famille, elle était assez pauvre, elle vivait vraiment dans la précarité à côté d'une forêt. Il était allé en ville pour vendre du charbon, pour subvenir aux besoins de sa famille et à son retour, il voit sa famille décimée. La seule survivante, c'est sa petite sœur Nezuko. Même si c'est une survivante, elle est prise par le sang du démon.
En gros, elle a survécu, mais elle s'est transformée en démon. C'est une histoire qui se passe dans un Japon qui se modernise au fur et à mesure. On est à l'ère Edo, je pense. J'ai un peu de mal avec les ères au Japon. Mais en gros, c'est la période où le Japon s'est modernisé. Il y avait deux contrastes de façade du Japon. Il y avait un Japon un peu féodal avec les paysans qui essayaient de survivre, et aussi ce Japon qui s'est modernisé. On commençait à avoir l'électricité, le train, toutes ces constructions, tous ces bâtiments un peu modernes. Et du coup, notre histoire, ça se passe à cette période, cette aube de la modernité et du renouveau. Et du coup, notre héros, il va intégrer une organisation qui lutte contre ces démons pour essayer justement de sauver sa petite sœur, de la rendre humaine. Parce qu'il faut savoir que les démons, c'est des entités un peu... enfin, c'est plutôt des entités maléfiques qui se nourrissent des humains, du sang et de la chair des humains, afin d'agrandir leur pouvoir et de devenir de plus en plus forts. Et tous ces démons, ils obéissent au dessein des Musan, c'est le maître démon qui essaye de détruire l'organisation, ces piliers, ces gens qui luttent pour combattre le mal qui ronge le Japon de l'intérieur à cette époque. Voilà pour le résumé un peu écorché de l'histoire. Dans ce tome 10, 11 et 12, on est à la fin de l'arc du quartier du plaisir et au début de l'arc des forgerons pour ceux qui ont regardé l'animé. Je connais un peu ce qui se passe dans ces prochains tomes, je pense que même dans le tome 13-14 je saurai ce qui se passe, mais après j'aurai aucune idée parce que je suis pas, comme vous voyez, je suis pas à jour. Il me semble qu'il y a 26 tomes de cette édition en ce petit format, en format classique du manga, et il y a une belle édition, l'édition Pilier, qui est sortie il y a pas si longtemps que ça, qui regroupe 2 ou 3 tomes. Il me semble. C'est un gros format, il est très très joli, mais bon, moi je suis sur l'édition classique, j'ai même pas encore fini. Je vais pas me rabattre sur la nouvelle, bien évidemment. Mais Demon Slayer, c'est vraiment une lecture très très chouette. Je vais essayer de vous montrer quelques pages pour que vous fassiez une petite idée des dessins. Voilà. Ça c'est Nezuko, c'est la sœur du personnage principal, et lui c'est Tanjiro. Si vous voyez un peu. C'est une lecture qui mérite d'être découverte. Voilà, il y a tout ce que j'aime, il y a cette lutte entre le bien et le mal, il y a ce côté fantastique, horrifique sur le bord, disons, parce qu'il y a ces démons qui se nourrissent des humains. Mais il y a surtout cette notion de décor fantastique, un peu féodal, un peu moderne, qui donne de la saveur au manga. Et aussi ces personnages qui sont très très attachants. Je vous ai montré juste les, disons, les héros principaux, mais il y a les personnages secondaires qui sont tout aussi attachants et que moi personnellement j'adore. J'adore Inosuke. Pour ceux qui savent, c'est le personnage qui a une tête de sanglier qui a été élevé dans la grande nature, dans la forêt, et du coup qui a un côté un peu sauvage. Et aussi le gars qui est un peu trouillard et qui maîtrise la foudre, et bien évidemment le pilier du feu. C'est un de mes piliers préférés. Voilà. Cela étant dit, on va passer au titre suivant qui, surprise surprise, c'est aussi un manga, c'est Blood Blood. Le tome 5, 6 et 7. Pareil, dans cette série, j'ai un retard monstre, c'est une série en 17 tomes. Comme pour Demon Slayer, j'avais regardé l'animé que j'avais bien aimé. Je me rappelle pas si l'intrigue se suit de la même manière, en tout cas au tout début si. Mais après, vu qu'il y a juste une saison de l'animé, si je me trompe pas, je ne sais pas s'ils sont allés jusqu'au bout. Mais si vous voulez regarder ça avant de vous aventurer dans les tomes de Blood Blood, n'hésitez pas à regarder l'animé. Pour revenir, de quoi ça parle? Eh bien, dans l'univers de Blood Blood, il y a deux mondes parallèles. Il y a le monde des humains et aussi il y a l'autre monde, le monde des démons, des ténèbres, où il y a toutes ces créatures surnaturelles. Il y a des zombies, il y a des loups-garous, il y a des vampires, des fantômes, des créatures pas très fréquentables. Et dans ce monde, il y a des boss. On pourrait dire que c'est des gangs qui se répartissent le territoire des démons. Et parmi ces chefs de gang, on a Staz. C'est un vampire. Un vampire pas comme les autres parce que lui, il adore le monde des humains, il adore tout ce qui est créé par les humains, il adore tout ce qui touche à la pop culture, à la culture geek. Il adore les mangas, les figurines, les animés, tout.
tout ce qui touche au monde des humains, à cette culture geek. Et à un moment donné, dans sa vie, il y a une humaine qui apparaît dans le monde des démons. Elle se perd là-bas. Et elle fait la rencontre de Stas. Sauf que lui, il la laisse quelques secondes toute seule afin d'entamer un combat des territoires. Et quand il revient, eh bien, la fille qui s'appelle Fuyumi, elle a été dévorée par une créature qui fait partie de ce monde. Et il ne subsiste d'elle que le squelette et son fantôme. À ce moment-là, l'aventure peut commencer parce que Stas, il est prêt à tout faire pour la rendre humaine et pour pouvoir boire son sang. C'est ça, disons, l'intrigue principale. C'est marrant, c'est loufoque, il n'y a pas vraiment un côté horrifique, mais on est plutôt dans le fantastique avec ces créatures démoniaques qui ont des objectifs différents en fonction de leur vécu. Il y a beaucoup de références à la pop culture, il y a des références à la littérature. On verra aussi cette petite référence à Mary Shelley avec Frankenstein. C'est un titre que moi personnellement j'adore, j'aime vraiment beaucoup. Le seul petit bémol que je dirais, c'est le côté ecchi. Ouais, la mise en avant de tout ce fan-service où il y a les petites culottes qui sont à droite à gauche, les poitrines des héroïnes qui sont très mises en avant dans certains cases du manga, mais sinon c'est un récit loufoque et c'est marrant à lire si vous le trouvez en occasion ou à la médiathèque ou en neuf, peu importe, donnez-lui sa chance. Même un animé, c'est hyper chouette de le regarder. Moi personnellement, je me rappelle avoir passé un très bon moment devant la télé en regardant le Blue Blood. On va passer à une mini déception. Monde de ténèbres de Robert Bloch. J'avais entendu que du bien de la plume de l'auteur. Je ne mets pas en question ce côté-là parce que la plume de l'auteur est très fluide. Personnellement, j'ai apprécié la manière de narrer, j'ai apprécié la construction du récit, mais je l'ai trouvé assez prévisible. Et en même temps, le synopsis qui était écrit sur le dos du roman, sur la couverture, m'a donné l'impression qu'il s'agirait d'un toute autre histoire qui aura un côté un peu fantastique, surnaturel, un peu de noirceur. Enfin, il y a de la noirceur, mais pas dans les termes dans lesquels je m'attendais. En lisant la couverture, comme je vous disais, je m'attendais à un récit où il y a un monde peuplé par des anges, mais des vrais anges, des entités un peu surnaturelles. Mais au final, on est dans un roman très classique où il n'y a que des personnages normaux, il n'y a pas de fantastique, c'est un thriller policier, enquête, tout ce que vous voulez, mais c'est un récit tout à fait classique, c'est un peu dans la même veine que Sherlock Holmes. Mais bon, Sherlock Holmes, j'avais pas tant d'attentes, alors que Monde des Ténèbres, c'était un titre que j'attendais vraiment, je voulais vraiment sortir de ma pile à lire. Pour vous donner le contexte, il y a une sœur de journaliste dont le mari est enfermé dans un établissement psychiatrique. Elle reçoit un coup de fil du médecin en disant que son mari va sortir bientôt de là. Alors elle se dépêche pour aller le rejoindre et pouvoir le sortir le plus vite possible pour refaire sa vie avec son mari bien aimé. Sauf qu'au moment où elle arrive dans l'établissement psychiatrique, il y a des choses qui ne vont pas. La porte, déjà, elle est ouverte, elle est grande ouverte. Elle s'est dit, ok, bon, ils m'ont appelé, peut-être ils m'attendaient, du coup c'est pour ça. Elle essaie de se donner des explications, des raisons concluantes, enfin des raisons viables pour ces éléments. Mais au final, quand elle fait les premiers pas dans cette clinique, eh bien elle découvre une scène d'horreur, des cadavres un peu partout. Il n'y a plus de patients. Tous les patients se sont enfuis. À partir de ce moment-là, il y a une chasse à l'homme qui commence. Voilà, je vous dis pas plus parce que sinon je vais vous spoiler et le récit il n'est pas très grand et on est dans un récit qui fait 250 pages environ. Comme je vous disais, j'ai pas vraiment apprécié le récit, je le trouvais très prévisible. Classique des séries classiques, des enquêtes comme ça, on peut lire matin, midi et soir, on trouve un peu partout, il n'y a rien d'original. Je suis désolée de dire ça, peut-être vous avez aimé ce récit, mais je le trouve oubliable. Je pense que d'ici 2-3 mois, après avoir lu d'autres romans ou d'autres récits, je vais oublier tout de cette histoire. Et c'est vraiment dommage, je m'attendais à quelque chose de beaucoup mieux. Même le personnage féminin, il n'était pas vraiment attachant. On n'avait pas une construction un peu plus complexe, on n'entrait pas dans la psychologie des personnages. Le décor, classique. Voilà.
un décor classique, tout ce que je peux dire. C'est pas le pire roman que j'ai lu, c'est pas un roman que je vais mettre dans une boîte à livres, loin de là, mais c'est sûr que c'est pas un coup de cœur et ça va pas être dans mon top de l'année. Et pour finir sur une note positive, mon coup de cœur de ce bilan, c'est autre que Le lien maléfique d'Anne Rice. C'est le premier tome de la saga des sorcières qui va se regrouper à partir du tome 7 avec Chronique des vampires. Je suis pas encore allée si loin, je suis juste au premier tome parce que c'est un gros pavé. C'est un gros pavé qui fait 770, un truc comme ça, avec une écriture minuscule, je sais pas si vous voyez, qui nécessite de l'attention parce qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue. Et en vérité, le récit, s'il était un peu plus aéré dans un format, disons, normal, il aurait avoisiné le 1000 pages. Cela étant dit, pour vous mettre un peu dans le contexte, j'ai adoré. J'ai adoré ce récit qui met en avant la saga familiale de la famille des sorcières Mayfair sur plusieurs générations. Dans ce récit, on voit des femmes fortes qui ont subi des injustices, qui ont su se servir de leur pouvoir psychique afin de consolider leur fortune et leur bien-être, bien que vers la fin, plus les générations évoluaient et plus leur destin était triste. Ça commence avec un boucher, la première sorcière Mayfair, Suzanne, qui a été mise au boucher et dont le familier, disons, même si c'est pas un familier, c'est un esprit qui se transmet en quelque sorte de génération en génération côté maternel. En fait, chaque femme de cette famille hérite de sa mère le bijou familial et aussi la fortune, l'intégralité de la fortune et l'esprit maléfique, la chair. Bien que cet esprit essaie de se montrer doux et tendre, essaie de satisfaire tous les désirs des femmes dans chaque génération, il rapporte en vérité que leur malheur. On peut dire qu'il n'y a aucune de ces sorcières qui a été vraiment heureuse à 100%. Elles ont été toutes hantées par cet esprit, par la chair qui a fait leur bonheur et leur infortune. Je sais pas comment vous donner envie de lire ce roman parce que il est tellement complexe et je pense que vous aurez des avis tranchants. Soit vous allez adorer comme moi, soit vous allez détester. Parce que au fur et à mesure, dans les 3 parties du roman, on suit que cette famille. Et c'est une famille en quelque sorte aussi à problème. Parce que les relations entre les personnages sont un peu tabous, disons. Si vous voyez les lignées des pharaons dans l'Égypte antique, vous comprendrez aussi ce qui se passe dans cette famille. On commence dans le présent et au fur et à mesure du récit, on rentre dans l'histoire familiale des Mayfair. On découvre le début de ces femmes qui ont marqué l'histoire des Mayfair, de ces sorcières. On découvre leur décadence et tout cela est fait à travers les archives des Talamasca. Cette organisation qui étudie l'occulte et qui est présente aussi dans les chroniques des vampires. On a des personnages qui s'intersectent, qui se croisent dans ces récits. On voit tout ce côté un peu spirituel, on voit ce côté psychique des pouvoirs qui sont engendrés dans cette famille. On voit comment le bien il est fait, comment le mal il arrive à s'immiscer un peu plus dans ces familles et on voit aussi les répercussions de tous ces actes qui ont été réalisés à travers des générations et des générations dans cette famille Mayfair. Vraiment, c'est une œuvre que personnellement j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les constructions de chaque personnage et je pense que la suite va être tout aussi prenante. En tout cas, je l'espère de tout mon cœur. J'ai beaucoup aimé le décor qui a été mis en place. L'histoire se passe en grosse partie à la Nouvelle-Orléans, comme les chroniques des vampires. J'ai bien aimé les personnages, la narration, la manière de voir le récit à travers les archives de Talamasca. Et voilà, c'est tout ce que j'ai lu dernièrement. J'espère que vous allez bien aimer, j'espère que je vous ai donné envie de tester au moins un de ces titres. Sur ce, je vous fais plein de bisous, on se dit à la prochaine. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde, bisous bisous.